Des studios de Montréal, Radio-Canada et ses postes affiliés vous présentent ce soir Les Viaducs de la Seine-et-Oise de Marguerite Duras. Adaptation radiophonique Pierre Lescure, c'est une réalisation de Roger Citerne. En voici la distribution. Marcel, un vieux retraité de la Société nationale des chemins de fer français, la SNCF, Paul Hébert. Claire, sa femme, Tania Fedor. Alfonso, un Italien, ouvrier agricole, Guy Lécuyer. Bill, le barman, Marc Cottel. L'amoureux, Ronald France. L'amoureuse, Louise Turcot. La scène se passe dans une pièce d'un pavillon de la Seine-et-Oise, tout près de la voie ferrée. En 1954, des débris humains furent découverts dans des wagons de marchandises un peu partout en France, dans différentes gares. Le recoupement anthropologique permit de découvrir que ces différents débris humains appartenaient initialement au même corps humain. La reconstitution de ce corps fut faite, qui le prouva à Bordeaux. Le recoupement ferroviaire permit de découvrir que tous les trains qui transportaient ces débris humains étaient tous, quelle que fût leur destination, passés par un même lieu géométrique, à savoir sous le viaduc d'Épinay-sur-Orge. Le recoupement policier dernier permit de découvrir que les auteurs du crime étaient de pacifiques retraités de la SNCF, âgés d'une soixantaine d'années, domiciliés dans une commune d'Épinay-sur-Orge, que leur victime était une infirme de naissance, leur cousine Germaine, qui vivait depuis 27 ans en bonne intelligence avec eux. Les efforts conjugués de la justice et de ses auteurs ne vinrent pas à bout des raisons de ce crime. Il resta donc inexpliqué. Ces auteurs furent condamnés, lui, à la peine capitale, elle, à la relégation à vie. J'ai faim. Manger un énorme repas me dirait bien. Par exemple, du poulet froid et de la salade en veux-tu en v'là me dirait bien. Moi aussi, j'ai faim. Dis-moi, c'est le printemps? Ça y est, oui. Déjà, la nouvelle circule. Oui. On dit que les potagers éclatent de primeur et qu'on est en avril. Mais cette année, elles ne passeront pas notre porte, Claire, les primeurs d'avril. J'ai faim comme un innocent. Tu as faim comment, dis-tu? Beaucoup, beaucoup. Aucun espoir non plus de ce côté-là, Marcel. N'insiste pas. Tu te souviens comme elle cuisinait bien, cette pauvre illettrée. Comme au contraire de nous faire du mal, elle cuisinait. Je me souviens. Comment le sais-tu que tu as faim, toi? Il y a 2 jours, ce soir, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, non? Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai découvert que c'était comme à l'accoutumée, tout simplement la faim.
Moi, c'est hier que je l'ai su. À peu près de la même façon que toi. Oh, pas deux façons. C'est curieux que nous le sachions encore. Et tu vas voir. Un jour, on ne pourra pas l'éviter. Un jour ou l'autre, on recommencera à manger. Non. Ça me paraît difficile. Non, tu verras. La faim, dit-on, s'exalte d'abord, mais finit par retomber. Et puis, il y a les conserves. 8 jours seulement, et regarde, je flotte déjà dans mes vêtements. C'est ce qu'il faut. Maigrir. Les assises n'auront de nous que la peau et les os. Et coucou. Notre entrée devant ces messieurs sera accompagnée d'une rigolade générale. Des vieux coucous de la Seine-et-Oise. Oui, il faut être prudent. Plus les criminels sont gras, plus ils les tuent. Comment sais-tu ces choses-là? Je lis énormément le journal. Alors tu sais aussi que toutes ces précautions seront en fin de compte inutiles? Pas tout à fait. Du moment qu'elles nous font gagner du temps. Sûr? Oui. Oui, c'est justice au fond. Oui, c'est justice. Toi, tu vas être décapité. Moi, je finirai en prison le reste de mes jours. Tout ce qu'on peut faire, c'est ça. Gagner du temps. N'empêche que je me défendrai. Tu vois, je crois que si je le veux vraiment, je ne serai pas décapité. Tout est là, le vouloir. Tu ne le veux pas. Moi non plus. Oh, je ne le veux pas, je ne le veux pas. Facile à dire. Non, pas facile à dire. Si je m'emploie de toutes mes forces à ne pas l'être, je ne le serai pas. Tu le seras. Ainsi, nous allons sortir de la généralité des cas. C'était facile, au fond, presque simple. Hélas, quel autre égarement nous fut jamais proposé. Oh, quelle fin, mais quelle fin pour le moment. Un jour, il y a 2 mois, c'était encore le cœur de l'hiver. Justement, Marie-Thérèse Ragon cuisinait. Que j'eus des idées durant ma vie. Mais hélas, toutes mornées avant que d'être dites. Qu'est-ce que je disais? Que cette malheureuse cuisinait. Et que cuisinait-elle au fait? Elle cuisinait un ragoût de viande. Le goûtait, le trouvait bon. Elle faisait des signes d'évidente satisfaction, comme d'habitude. Mais là n'est pas la question. Dans le placard de gauche, en entrant dans la cuisine, tu trouveras la dernière boîte de cassoulet, marque Potin. Non, 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 non et non. Comme tu voudras. Non et non. Où sont-elles, mes idées? Échouées où? Et quel va être leur sort à ces enfants, quand je ne serai plus là pour m'en souvenir? Non. Outre que je ne mange que du cassoulet depuis 4 jours, je préfère encore une fois suivre tes conseils. Au fond... Encore une fois, comme tu voudras. Parlons. Tu disais que là n'était pas la question. Laisse-moi tranquille. Écoute, Claire. Jusque dans cette circonstance pénible, je suis resté ton mari fidèle, en fait et en esprit. Tu m'as dit, il faut faire ceci, cela, et encore ceci, et encore cela, je l'ai fait. C'était un rude et nouveau travail pour moi, qui m'a pris du temps et du sommeil, et pourtant je l'ai fait. Je suis faible, je suis vieille, Marcel. Ce dur travail, je ne pouvais pas te l'éviter. Laisse-moi terminer mes phrases. Oui, Marcel, termine-les. Je disais que c'était un travail dur, nouveau. J'allais dire que c'était aussi un travail très long, que c'était long à faire disparaître. D'autant plus long que chacune des parties témoignait de la totalité, de façon criante, et qu'il n'y avait aucun doute possible sur l'origine de n'importe laquelle d'entre elles, fût-ce même la plus insignifiante, lorsqu'intégrée au reste. Et que pourtant, j'ai essayé de le faire le mieux possible, jusqu'au bout, aidé seulement de mon amour constant pour toi. Et que toi qui me regardais faire, et qui ferais, eh bien, tu ne m'expliques pas. Dis-moi, c'est ce que je voudrais, dis-moi. Mais je ne sais pas, j'ai cru que je saurais, une fois le moment venu, te l'expliquer, mais le moment venu, je ne sais rien.
En souvenir des explications infinies des premiers temps de notre amour, Claire. C'est inexprimable ainsi de dire à quel point je ne sais rien. Il faudrait un temps fou, plus que je n'en dispose encore devant toi. Et de plus, il faudrait sans doute en passer par les idées. Alors, non seulement les idées t'ennuient, mais tu mets à les saisir un tel temps qu'il faut recommencer sans cesse et dans tous les sens à te les exposer. Ouf, que veux-tu? Oh, Claire, Claire. Non, je suis découragée. Toi, découragée? Oui, Marcel. Ta bêtise enfin me gagne, bonne comme le sommeil. Mais plus envie de lutter contre cette douceur. Écoute, Marcel, écoute-moi. Je suis vieille. C'est fait, je crois bien. Enfin. Ils sont déjà doublés. On est en fin de semaine et c'est le printemps. Claire, Claire, ma femme, nous ne pouvons pas rester dans cet état. Pourquoi pas? Non, Moi, je veux. moi non. Si, ça y est. On a fait une belle saloperie, un acte innommable, comme ils disent dans le journalisme. Alors maintenant, peut-être tranquille, classé. Non, on peut retarder la vieillesse d'arriver sur vous, ne serait-ce que par l'étonnement. L'étonnement profond qu'on éprouve à ne pas pouvoir l'esquiver. Je ne marche pas dans cette combine. Je suis bien comme je suis. Vieille, au lieu d'être jeune. Bon, pourquoi pas? Oh, Claire, Claire, mais alors que faire? Rien, Marcel, c'est fait. Je t'en prie une dernière fois. Étonne-toi. Une fois, une seule. Reviens vers moi, mon amour. Une dernière fois. Pense un peu que nous en avons fini de devenir encore quoi que ce soit d'autre et que ce que nous sommes. Quel événement! Une dernière fois à mon tour, Marcel, tout ce que j'ai à te dire, c'est ceci. Il me semble qu'une fois, dans un éclair, j'ai aperçu les raisons de ce que les autres nommeront bientôt notre forfait. Mais quand elle cuisinait, justement. Mais dès qu'elles m'ont apparu, ces raisons, elles ont disparu à jamais de mon entendement. Elles m'ont laissé à la fois visiter par elles et tout aussitôt après, privé d'elles. J'avais compris et tout aussitôt après, je n'ai plus rien compris du tout. Voilà ce que j'ai à te dire, Marcel. Où es-tu? Je suis là, Marcel. Là. Oh, parle-moi encore. Encore. Ça a été, comprends-tu, tout d'abord un émerveillement. Et puis ensuite, peu après, ça a été un repos. Mais un repos d'une sorte particulière, un repos fatigant. Et puis, je suis fatigué. Voilà. Claire, crois-tu que d'autres puissent aller plus loin encore? La conversation, Marcel. Tu voulais que nous fassions la conversation. Mais pourquoi elle, Claire? Je ne sais plus. Sourde, muette, oui, je le reconnais, mais elle cuisinait, Et avec quelle clairvoyance, quelle fraîcheur. Les premières salades, rappelle-toi, les mâches d'octobre, les laitues de mars. Grâce à elle, étaient toujours sur notre table. Elle y pensait. Elle nous a fait pendant 20 ans une cuisine tellement rationnelle qu'elle nous a permis d'atteindre notre âge. Sans ces inconvénients de santé dont tous nos voisins, tu le sais bien, sont perdus. Alors pourquoi elle? Peut-être parce qu'on n'avait pas le choix. Elle se trouvait là, la barbe à la fin. Elle nous a été tellement fidèle, toujours, et jusque dans notre malheur de vieillir. Oh.
Quel vertige, Claire, quand on y pense un peu. Quel anonymat était le nôtre. On nous citait dans toute la commune comme des célébrités de l'anonymat. Hein? On disait les ragons, comme on aurait dit, les artichauts, le temps. Je n'ai pas eu vent qu'on nous ait jamais cité quelque part. Oui, elle, oui, on la citait. Parce que sourde et muette, cas particulier, on en parlait. Mais nous, moins que d'artichauts, il me semble. Marcel. Oui, ma Claire. Ne serait-ce pas, en fin de compte, pour ceci seulement qu'elle se comptait parmi les vivants de la commune, bien que sourde et muette? Bon, n'exagérons pas non plus dans l'imbécilité. Oh, je ne sais plus. Remarque que, depuis quelques années, à part ce moment d'entendement dont je te parlais, de saison en saison, je sais de moins en moins de choses. Rien su, moi, jamais, que l'ordre de tes yeux, mardi dans la nuit. Maintenant, tu vois, tout ce que je sais encore, c'est précisément que je ne sais plus rien. Ah, ça, je ne peux pas dire. Je le sais encore que j'ai su. Et je sais aussi bien que je ne sais plus ce que j'ai su. Je m'excuse, Claire. Tout se fait en même temps. C'était ce que je voulais dire. Je n'ai plus que la mémoire de mon oubli. C'est doux, du velours. Moi aussi. Il me semble que petit à petit, comment dire, je m'obscurcis. Mais moi, j'essaie d'endiguer ça. Hein. Je fais des efforts. Hein. Un peu de gymnastique tous les matins. Tiens, tiens. Oui, un peu de marche à pied dans l'après-midi quand je vais acheter le journal. Hein. Un peu de ceci, un peu de cela. J'essaie. Tu la regardais, tu disais? Je n'ai jamais dit ça. Lorsqu'elle cuisinait. Ah, oui. Je la regardais. Oui. Tu l'as regardée et tu as trouvé qu'elle ressemblait tout à coup à un bœuf. C'est ça. Tu as découvert tout d'un coup qu'il y avait un bœuf dans notre vie. Hein? C'est ça. Hein? Peut-être que j'ai trouvé qu'elle ressemblait vaguement à un bœuf. Oui. Là se trouve peut-être l'explication. Enfin, elle est bien quelque part, l'explication. Mais où? Qu'elle ressemblait à quelque chose qui aurait dû être ailleurs plutôt que là. En tout cas, ça c'est sûr. Oh, je ne sais plus très bien. Je ne sais presque plus du tout. Ce que je sais, c'est qu'un jour, j'ai compris quelque chose. Et puis qu'ensuite, je n'ai plus rien compris du tout. Il ne faut pas en demander trop au monde. On ne peut pas à la fois avoir compris, ne plus comprendre, et comprendre encore ce qu'on ne comprend plus. Sans ça, il n'y aurait plus de problème. Attends. Tu ne t'es pas découvert tout à coup des souvenirs inconnus, comme on dit? Des souvenirs sanglants, comme on dit? De fêtes, de foires, de poignards. Tu ne t'es pas mis à rêver que tu étais une belle bouchère, avec des bras bien forts. De la jeunesse à vendre. Une bouchère qui commençait une belle carrière de bouchère. Attends. Eh oui. Il me semble bien que je recommençais quelque chose. Oui, je ne sais pas quoi, mais que je recommençais quelque chose. Oui, il me semble. Là se trouve peut-être une autre explication. Pourquoi pas, hein? Oui. Que je voudrais donc être intelligent. Tu vois, la seule chose qui me console un peu de mourir, c'est de ne pas avoir été intelligent. Jusqu'au ciel. Moi qui le fus, tu sais. De quoi tu te souviens exactement? Du temps. Quelle facilité.
De l'hiver, des hivers, des chambres qui s'assombrissaient très tôt l'hiver. Le jardin, c'était un peu plus tard. Oh, des fleurs qui lentement, dans le crépuscule, se décoloraient jusqu'à l'uniformité, à n'y pas croire. Mais alors, pourquoi regarder? J'avais du temps. Ta retraite était honorable. Moi, c'est de toi que je me souviens toujours. Oui. De toi. La nuit. De toi le soir aussi. De toi au matin, contemplant sans raison les paysages différenciés par les saisons de Seine et Oise. On n'aurait pas pu se regarder ensemble tout le temps. Il fallait bien que l'un des deux regarde autre chose que l'autre. Sans ça, qu'aurait-on su de la vie? J'ai beaucoup attendu que passent les hivers, Marcel, et qu'ils repassent. Beaucoup. Je dois te le dire que c'était long. Ah, saleté. Je ne rêvais plus, Marcel, ni la nuit, ni le jour. Ça, je ne te l'avais jamais dit. Mais si, la semaine dernière. Rappelle-toi. Une claire blonde chantait un opéra. Tu disais, chantait... Attends, Verdi? Oui, je crois. Hélas, c'est vrai. Oh, j'avais déjà oublié. N'empêche, Verdi, c'est beau. Là, le système est long à s'user, tu sais, Claire. Alors que la raison est en confiture, comme les eaux, lui, il dure dans le désert. Le système? Oui, le système. Eh oui, eh oui. Il y en a fait encore. La saleté. Mais maintenant, c'est bien fini, va. À force, lui aussi. Et je le dirai à la justice. La justice le reconnaîtra, j'en suis sûr. Et comme maintenant, je ne suis plus capable de faire du mal à personne, pas même à une mouche. C'est vrai. Verdi. Hein? 7h19 à Saint-Lazare. Peut-être que la justice ne reconnaîtra rien du tout. Qu'elle n'entrera pas dans ces considérations-là. La justice. Non, pas une seconde. Mais ne va pas te mettre ça dans la tête. Parce que quand même, si nous sommes capables d'expliquer clairement que nous sommes incapables d'expliquer clairement les raisons de nos forfaits, c'est vrai. Alors nous n'avons qu'une chose à dire, sans aller plus loin. C'est que nous ne savons pas du tout ce qui nous est arrivé. Ben, on ne sait pas. Et on n'a jamais su. Oh là là, encore. Nous aussi. Moi, qui lis énormément de journal, je crois que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais pourquoi se distinguer? Nous, Cette pauvre créature ne nous avait rien fait, rien, jamais, messieurs les jurés. Comment le leur faire comprendre? En ne leur cachant rien. Et de notre sauvagerie et de son innocence. Je suis d'avis de leur donner tous les détails, les détails sans commentaire aucun, tous. Alors ils s'enfonceront dans une forêt profonde, de laquelle ils ne sortiront pas, une forêt enchantée. De la musique. On aurait pu faire de la musique, par exemple. Il faut qu'ils n'y comprennent rien, comme nous. Qu'ils ne comprennent qu'une chose, c'est que nous ne comprenons rien. Voilà. Qu'ils en soient bouleversés par notre bonne volonté. Une bonne volonté à faire pleurer les pierres elles-mêmes. Je crois que je tiens là un détail qui va m'éviter la décapitation. Je t'ai entendu. Tu ne tiens rien du tout. Tu ne connais pas ces messieurs. Est-ce que la légèreté dont nous avons fait preuve... Un enfant le comprendrait et ces messieurs sont avertis? Est-ce que cette légèreté ne joue pas en notre faveur? Des enfants, c'est criminel, messieurs les jurés. On devrait apprendre la musique au monde entier.
Ça devrait être obligatoire dans les écoles. C'est vrai, cette histoire de Verdi. C'est vrai. Peut-être qu'il serait plus adroit de nous taire tout à fait. Hein? De dérailler. Dis-le. Jamais je n'ai vu les auteurs de crimes invoquer en leur faveur la débilité mentale. Jamais dans le journalisme. C'est aux autres de le dire. Tu me parais être sur une mauvaise pente. Ah, tu as raison. Prudence. N'oublions pas que rien de ce que nous dirons ne sera perdu. Rien. Un oui de trop, un non de moins, et voilà notre sort décidé. Je suis décapité. Un soupir, un sourire, et tu es décapité. Tous nos soupirs, nos sourires, nos dires seront consignés, imprimés pour l'éternité aux archives du crime. Non, mais quel hasard. Tu crois que hasard est le mot? Mais d'après toi, ce serait lequel? Qui le sait? Oh, tu sais. Tu vas voir. J'espère que nous aurons le temps de lire les journaux. De toi, ils diront que tu es un affreux abruti. Ils diront trouver sur ton visage les stigmates les plus évidents de l'abrutissement. La sombre brute d'Épinay. Voilà comment ils nommeront mon amour. Et tu seras désormais la seule à savoir le mérite patient. La véritable folie du mérite patient d'une existence jusque-là exemplaire. Et de toi, au fait, que diront-ils? Tu y as pensé? Rien. Ou bien alors ils diront qu'ils ne comprennent pas la raison d'un acte aussi inattendu dans une existence jusque-là si conforme à la morale courante. C'est leur terme. Et moi, mes 27 ans dans les chemins de fer français. Mais allô? Allô? Les raisons de ces messieurs nous échapperont toujours. Ils te trouveront des stigmates, quel que soit ton passé. Tu n'y échapperas pas. Voilà que l'affaire commence. Alors, rien n'y fait, décidément. Parce qu'on parlait de toi. Elle ne nous cuisinera plus rien, la pauvre. Même pas une nourriture de bagne. Peut-être que ça suffisait comme ça depuis 27 ans que ça durait, non? Quand même, tu sais, ça m'étonnerait bien qu'ils arrivent à reconstituer cette pauvre Marie-Thérèse tout entière. 36 morceaux s'en baladent à travers la patrie. Tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai entendu. On se demande d'où ça vous vient parfois, la vulgarité. On pense à la famille, derrière, devant, rien de pareil. Et dis-moi, Marcel, depuis quelque temps, d'où que je parte, dans mes raisonnements, et où que j'aille, j'en arrive toujours à la musique. Serait-ce la folie, Marcel, qui me guette? Dis-moi. À la musique. La musique. Ou précisément... Verdi. Le souvenir de la Traviata me tue. Laisse tomber. Oui. Dis-moi, où c'était la Traviata? Jamais. Pour ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, là... Oui, alors? Moi, je veux bien recommencer à t'expliquer la mécanique, je veux bien ça. À quoi servent-ils les aiguillages, d'après toi? Ce n'est pas mon rôle à moi de le savoir. Pour la 100e fois, à quoi servent-ils ces aiguillages? Si ce n'est à savoir la destination des trains qui ont transporté les morceaux de notre pauvre victime, de l'est à l'ouest, du nord au sud, fussent-ils au nombre de 100? Alors, dis, à quoi servent-ils? Oh, parle plus simplement. Je dis qu'en remontant ou en descendant le parcours de tous ces trains dans lesquels sont les morceaux de notre victime, ils trouveront bien qu'ils ont ceci en commun, qu'ils passent tous sous ce fameux viaduc.
Ils vont faire le décompte de tous ces trains, rapides, express, omnibus, marchandises. Ils retraceront leur parcours respectif et ils trouveront quoi? Le viaduc. C'est vrai. Chaque fois, j'oublie. Et après avoir trouvé le viaduc... Ils arrivent ici. Mais le seuil de notre porte, je veux dire, comment ils le franchissent? Oh, de seuil en seuil, un par un, ils y arrivent au seuil de notre porte. Hein? Puis ils le franchissent. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous étiez 3. Vous n'êtes plus que 2. Leur perfidie. Oh là là, on n'y échappera pas, va. Ah, qu'est-ce que tu veux? L'idée de ce viaduc me plaisait. Elle correspondait assez bien à l'idée que je m'étais toujours faite de la mort. Une jambe gauche à Bordeaux, une main droite à Brest. Ils peuvent toujours y aller ensuite pour la sépulture. Ah, ça les fera rigoler, ces messieurs. Tu as entendu ce que je viens de dire? J'ai entendu. Oh, je me désole. Oh, laisse tomber. 27 ans dans les chemins de fer. Tu n'avais qu'à y penser avant à ce viaduc, après tout, et à ses inconvénients. Et le temps pressait, je ne pouvais pas penser à tout. Étant donné la masse considérable de journaux que tu peux lire, toi aussi tu aurais pu y penser avant, non? Bah, il n'y avait pas eu ce détail-là, il y en aurait eu un autre. Le dernier détail en matière criminelle, c'est toujours celui qui s'ajoute à celui qu'on a prévu. Je crois bien que c'est inutile de regretter quoi que ce soit. Il vaut peut-être mieux même avoir négligé ce détail-là plutôt qu'un autre. Comme tu le disais, il jouera en faveur de notre innocence foncière. Il est vrai. Mais comment la leur faire entendre à eux? Ils n'entendent que la culpabilité. La nuit va arriver, Marcel. Regarde. À part ces trains qui continueront à passer toute la nuit, bientôt tout dormira. Ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Non, pas pour ce soir. Ce sera comme chaque soir encore. L'intelligence en Seine et Oise souffre et languit. Claire, tu vois, je me demande parfois si nous n'aurions pas dû rester dans notre département natal. Le Lot. Lot. Oui, mais alors, nous aurions été privés de la douceur d'y revenir. Écoute. J'entends. Ah, tu vois, je n'ai rien inventé. Ça vient de Corbeil. Tu te souviens? Quoi? De tout, de tout. Ah, je préfère me boucher les oreilles. Tu me diras quand ce sera fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu disais? Rien.
Finalement, ça aura été là notre seule aventure. De faire le vote de la capitale quand nous étions jeunes et de faire son crime maintenant que nous sommes devenus vieux. Un jour, il y a maintenant 5 ans, c'était au mois de mai, je me souviens. Oh, comme je me souviens. C'était mon jour anniversaire. J'étais là comme toujours. Je regardais l'avenue de la République française. Et je cherchais. Je cherchais, comme chaque matin au printemps, un signe quelconque qui aurait marqué ma vie. Et rien. Je ne trouvais rien. À part justement cette recherche, chaque mois de mai, de l'impossible. Rien. Quand tout à coup, j'ai entendu de la musique. Par là. C'était ça. J'ai été déchiré de bonheur. Je savais bien que tu cherchais, Claire. Je cherchais, moi aussi. Je savais que nous cherchions ensemble. Et que tu ne l'ignorais pas. Notre vieillesse commençait. C'était grave. C'était soudain aussi, chaque jour. C'était honteux aussi. Et tellement qu'on ne pouvait même pas en parler. Nous entretenir ensemble d'un malheur pourtant si commun. Comprends-tu, Marcel? Tout à coup, dans tout le département, que se passait-il? La musique. Verdi. Rien à côté. Écrasé. Tu me donnes à réfléchir, Claire, au-delà des possibilités de ma raison. Oh, c'est extraordinaire, Marcel. À quel point tu ne comprends rien à ce que l'on te dit. Tu sais, au fond, ça n'a pas autant d'importance qu'on le croit en général. Oh, tu es mon trésor sur la terre. Non, laisse tomber. Continue. Tu cherchais, disais-tu? Oui, je réfléchissais, comme je disais, au-delà des possibilités de ma raison. Comment sortir notre nouveau malheur, je me demandais, de la généralité des cas du genre. Et que trouvais-tu, mon trésor? Que nous avions été, durant 40 ans, des ressortissants fidèles de la Seine-et-Oise. Quand on est dans la pire détresse, ce genre de découverte-là peut faire un beau jour. Pas de choix, c'est vrai. La sénilité nous gagnait. Il fallait bien que je me trouve, enfin qu'on se trouve, un motif pour durer encore un peu. C'est pourquoi la Seine-et-Oise est entrée dans ma vie. Ce jour que je te raconte, de mai, dans l'avenue de la République française, il y avait Marie-Thérèse Ragon qui jouait avec le chat. Je me suis rappelé d'elle, et qu'elle n'entendait pas. La musique s'est arrêtée. Après, j'ai commencé à penser à elle. Un peu comme ça, un peu plus que d'habitude. Midi est arrivé sans que je m'en aperçoive. Quel mystère, Claire. Toi si faible, si discrète, si décente que parfois ton identité m'étonnait, et que la nuit, parfois, alors que tu dormais, je me récitais ton nom. Quel mystère. Comment as-tu passé ce cap de le penser à le faire, à me le faire faire, je veux dire. C'était déjà une ruine. Mais il me restait des yeux pour voir. Je la regardais. Et quand nous étions dans la cuisine, toutes les deux, elle si grosse, moi si maigre, elle profitant du moindre soleil, moi le fuyant, elle si à l'aise dans son malheur de sourde, moi si mal à l'aise dans ma soi-disant perfection. Je pensais, jusqu'à la douleur, mais sans le moindre résultat. Que nous reste-t-il en commun, Claire, avec les autres hommes après cette abomination? On est là. Tu sais, moi, je sors d'être un bœuf. Tu m'as dit, il faut le faire. Et je t'aime. Alors je suis devenu bœuf. Impossible de raconter, c'est sans doute pourquoi. Comme sur un bœuf, ça m'arrivait dessus. Et je travaillais. Et les mots étaient toujours en retard pour m'aider à comprendre ce que je faisais. Oh,
des histoires, Marcel. C'est nous qui avons tué et découpé en morceaux Marie-Thérèse Dragon. Cette sourde, nous, pas d'autre. Sourde comme une pierre. Elle nous portait sur les nerfs à force de ne pas entendre. Mais oui, comme c'est simple. Non. Elle était faite comme moi. Ça aurait été pareil. Sourde ou non. Elle avait, elle aussi, ses fins, ses joies, ses trucs, ses difficultés. C'est justice au fond, ce qui va nous arriver. C'est justice, Marcel. C'est justice, je te le jure. Ne va pas t'imaginer. Nous sommes des criminels. J'ai faim. Le remords, peut-être. Pourquoi pas? La Traviata, c'était à Cahors, quelques jours avant les fiançailles. Ah, peut-être. Oui. Tu viens de t'en souvenir à l'instant? Oui. Le remords, peut-être, cette fois. Ou bien un caprice de la mémoire. Nous sommes des imbéciles, Marcel. Ah, ça, je n'ai pas d'avis. Mon trésor, on a oublié. Lorsqu'on accomplit un crime, tout de suite après, immédiatement, quelle que soit la singularité du crime que l'on vient d'accomplir, son originalité, à l'instant, on devient uniformément des criminels. Et nous sommes des imbéciles, Marcel. C'est vrai. Ce que c'est foudroyant. Les morts, les vivants, les criminels. N'empêche que je me défendrai. Je dirai tout. Ces histoires avec Alfonso, tout. Est-ce que tu t'en allais, toi, dans les bois toute seule? Est-ce que tu en revenais, toi, de ces bois gavés de fraises, pleines de boue, joyeuses? Est-ce que tu te faisais sauter, toi, par Alfonso, dans les forêts, du côté de ce sale viaduc? Elle ne savait pas qu'elle était sourde. Et Dieu et le diable, comment l'aurait-elle su? Et notre effort de tous les instants pour ne pas nous excepter de la règle. Oh, la pauvre. Oh, la pauvre petite. C'est trop tard pour le découvrir, Marcel. Je t'en prie, pense à autre chose. Pense que les 700 communes de la Seine-et-Oise attendent ton martyr. Dis-toi que nous étions capables, comme tu le vois, de célébrité. Dis-toi que les assises de la capitale nous attendent. Et qu'en fin de compte, notre mérite y sera célébré. Ton zèle au chemin de fer, ma vertu. Dis-toi que nous avons grade de grands criminels. Dis-toi ce que tu veux. Je persiste à ne pas vouloir être décapité. Je dirais qu'elle nous menaçait. Je dirais n'importe quoi. Je le sais déjà, n'importe quoi. Rien. Tu ne diras rien. Tu ne regretteras rien. Tout ce qui nous restait à faire, tu vois, c'était de gâcher le temps qui nous restait avant de mourir. Nous l'avons gâché. C'est fini. Fini. Comme pour elle. Pareil. Toi, je te regretterai encore. Tu es encore bonne pour moi. Non. Je ne suis plus bonne pour personne. Même pour toi. Regarde-moi. Non. Qui sait? Peut-être qu'ils trouvent tous les jours des pieds, des organes humains dans les fourgons de sable de la SNCF. Peut-être qu'ils en trouvent tellement qu'à la fin, ils les négligent. Non. Ne commence pas à avoir de l'espoir de ce côté-là. Tout ce qui est humain est inventorié. Mais je n'entends toujours rien venir. Notre zèle fut-il excessif? Personne ne viendra plus ce soir. Plus de musique. Ça dort déjà. Restons conscients, mon amour. Ne nous laissons pas envahir par la hâte de voir notre crime célébré et reconnu. Non, tu as raison. Ne nous laissons pas envahir déjà par la hâte que tu dis, de voir arriver cette célébrité douteuse. Comme te voilà.
voilà jeune ce soir, Claire. Tout à coup. Ne sois pas vulgaire, Marcel. Voilà que d'autres pays me chantent à la mémoire, Claire. Comme je n'ai jamais voyagé, voici que tout à coup, je... Toi, d'autres pays. Moi, Verdi, tu sais. Et cette faim qui me tient quand même. Garde-la, crois-moi. Mourir, tu aurais trop peur. Mais cette solitude autour de nous. Écoute, Claire, rien que le silence. J'ai peur d'être un homme tout seul. Mon trésor, tu l'étais. La Seine-et-Oise ne m'abandonnera pas, Claire. Ce n'est pas possible. La Seine-et-Oise t'abandonnera, Marcel. Elle a autre chose à faire, la Seine-et-Oise. Fais-toi ce dernier abandon. Oh, j'ai faim. Tu te souviens? Je me souviens mal. Un peu. De la musique, comme ça. Il y a longtemps. C'est tout? Oui. Alors, alimentons le fait divers que Paris n'alimente plus. Faute de ses fourrés, de ces bois où se fait le crime, de Seine-et-Oise. Et l'amour, faute de ces berges accrues sur l'eau, faute de ces viaducs et innombrables voies perpendiculaires du désespoir politique où sont perdues nos destinées. J'ai encore faim. Non, tu n'as plus faim. Tu crois? J'en suis sûr. Mais tu disais que toi-même, tu te souvenais. Je mentais. Je ne me souviens plus. Verdi. Non. Ce que nous avons fait, Claire, est inqualifiable. Aux autres de s'occuper de nous, désormais. Bien. Un café dans la commune, celui de Bill, un seul à 7 heures reste encore ouvert. Rien de mieux à faire, tu es sûr? Rien de mieux, Marcel, rien. Qu'à 60 ans, l'apéritif chez Bill. Et pour Madame Marcel? Pareil. Voyez Cassis, Bill. Voilà, Madame Marcel. Je me disais justement, bah tiens, comment se fait-il qu'on les voit plus? Le nettoyage, Bill, les confitures de cerises. Vous savez bien que c'est le printemps. C'est vrai, c'est le printemps. Déjà, la nouvelle circule. Et précoce, dit-on. Il y a des petits pois chez Magé à un prix fou, fou. Ah, ben, les premiers, monsieur Alfonso. Du sucre, sans doute. ça fond dans la bouche comme du sucre. Ah, c'est pas manger. Jamais les premiers, étant donné ma condition. Ah, une folie. La bourgeoise en a fait ce matin, justement. Bah, pour une fois, m'a-t-elle dit. Une fois, la première, avec tout ce mal qu'on se donne. Pour une fois, moi qui les aime à la folie. Alors j'ai dit oui, pour une fois. Étant donné, n'est-ce pas, que le plaisir est rare dans le pays de par ici, n'est-ce pas? Enfin, vous me comprenez. Eh bien, messieurs, dames, du vrai sucre, comme le disait justement monsieur Marcel. Vous avez vu dans les journaux les pieds droits à Cahors? Hier, voyons, ça fait 1, 2, 3...
Oui, du sucre, peut-être. Je le crois volontiers. Mais à tout prendre, ça n'en vaut pas la peine. 6 morceaux qu'on a retrouvés. Pour une fois, comme le disait Monsieur Bill, hein, une seule fois. Même pour une fois, à quoi bon? Ah, je m'excuse, monsieur Marcel, hein, je n'aurais pas dû parler de ça. Bah, l'occasion de se taire, c'est celle qu'on rate le plus souvent. Mais non, d'autant plus que... Oh, ne l'écoutez pas, Monsieur Bill. Sa folie des petits pois chaque printemps. Oh. Si on mettait un peu de musique, patron, nous aimerions danser. Ah, Ça, on va danser. ah, mais certainement. C'est les deux amours, là. Les comptes, ça y est, monsieur Bill, complet. Sauf la tête, ça y est. Sauf la tête, pas d'identification possible. Qu'est-ce que c'est? Toujours possible. Ah, difficile, mais pas impossible. Plus difficile, mais possible. Enfin, je m'entends. Personne ne ressemble à personne d'aucun côté de lui-même. Mais sans la tête, je voulais dire, des années ou des mois. Les soirées déjà sont interminables. Que faire de tant de lumière? Ouais, des mois, quelquefois des années, mais il peut arriver que quelques jours suffisent. On dit qu'il leur faut beaucoup de patience. Ah, que faire de tant de temps? Encore et encore. J'ai toujours pensé, Bill, que vous devriez de temps en temps donner une fête. Une petite fête de nuit, un bal. Restent les taches de naissance, la taille, les déformations congénitales. Ah, quelle horreur. Ah, vous l'avez dit, monsieur Marcel. Ah, bah, c'est ma tournée, monsieur et madame Marcel. Tenez, monsieur Alfonso. Bah, je me disais justement, comme je vous disais, comment se fait-il qu'on les voit plus? Que voulez-vous? Merci, monsieur Bill. À la vôtre. Ah ben, si on ne faisait que ce qu'on voulait... Merci, monsieur Bill. À la vôtre. La vôtre, monsieur Bill. Parce que quand même, hein, tuer serait encore à la portée de n'importe qui. Mais ce dépeçage, cet acharnement, cette persévérance, enfin, comment dire, cette ardeur, cette opiniâtreté, Que voulez-vous dire, Bill? Enfin, je veux dire cette volonté, cette perpétration. Oui, cette perpétration. On croit ça, mais c'est faux. Hein? Ça doit être, en fin de compte, tout simplement long. Je vous disais, Bill, que vous devriez de temps en temps donner un bal. Avez-vous entendu, Bill, ce que je vous disais? J'avais entendu, madame Marcel. Mais pourquoi tout à coup donner un bal? Pourquoi Bill donne-t-il un bal, se diraient les gens? Quoi répondre? Petite fête de temps en temps. C'est vrai, ça manque par les temps qui courent toujours. Et même s'il se le demandait, Bill, quel inconvénient voyez-vous à ce qu'il se le demande? Il se le demanderait, et puis il se dirait, tiens, Bill a une idée, c'est tout. Je dirais même plus. Ça doit être lassant. De tous les environs, ça se saurait. Bill a une idée, se dirait-on. Quel succès! Même les gens les plus prévenus contre les balles, en entendant de la musique si tard le soir, ils n'y tiendraient pas. N'y tiendraient pas, c'est vrai. Souterrés dès leur lit. De tous les côtés, ça arriverait. On le saurait. Un bal chez Bill, on se le répéterait. Un bal chez Bill, ah là là, quel succès! Répliquerait, c'est vrai. Et allez tous chez Bill. Commandons, une est foule. Une fois par semaine, une fois par mois, une fois par quinzaine. Mais voyez-vous, à mon avis, que ce soit régulièrement que ce bal ait lieu, même si son attente est longue, impatientante, qu'elle soit néanmoins régulière, ponctuelle, assurée, quel que soit le temps, quelles que soient les saisons, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, et que ça n'y fasse rien, que le bal ait lieu. Je dirais même plus encore, ça doit être dégoûtant. Ça serait pas raisonnable, madame Marcel. Enfin, je crois. Vous avez été jeune, Bill, comme je l'ai été. Est-ce qu'il n'en reste pas toujours quelque chose? Avez-vous compris ce que je disais, Bill? Oui, j'ai entendu, madame Marcel, mais... Moi, rien compris. Mais sans doute aurait-il fallu que nous ayons commencé plus tôt, que nous ayons pris plutôt l'habitude du dérangement, du dérèglement de nos mœurs. 6 heures chaque matin debout, alors vous comprenez, pas dans la commune, 250 cafés crème. Le gros de la journée, c'est le matin par ici, alors... Mais, une fois,
C'est pas coutume. Moi, j'y trouve, une fois de temps à autre, pourriez, monsieur Bill. Non, monsieur Alphonse. Non. Une fois régulièrement. Alors, on attend jour par jour, soir par soir, le jour dit, le soir dit. Et lorsque ce soir arrive, dès qu'il est passé, on l'attend de nouveau. Certain qu'il reviendra, qu'il ne peut pas ne pas revenir. Le moindre doute sur son retour détruirait l'espoir de ce retour, l'empoisonnerait. Comprends rien. Rien. Parce que même, une fois de temps en temps, c'est toujours ça des prix. Même une seule fois qui revient jamais. Voilà. Claire, Claire, mais que ferais-tu du bal à la fin des fins? Une valse si tu pourrais mourir. Je regarderai dans un coin jusqu'à la fin, jusqu'au petit jour. C'est tout. Et puis je m'en retournerai d'où je viens, vers toi, ivre de musique et de voir, d'avoir vu, d'avoir entendu, d'en avoir vu d'autres, d'en avoir entendu d'autres, d'autres, d'autres. Et je m'allongerai près de toi dans le petit jour. Je te regarderai dormir. Et ce serait si triste qu'enfin je pleurerais. Oh, Claire. Oui, Marcel. Claire, le lendemain, il t'en resterait cette douceur dans le regard que tu avais il y a maintenant si longtemps qu'il faut que je t'oublie pour m'en souvenir encore. On parle pour ne rien dire et je m'en excuse, messieurs, dames. Une habitude prise depuis ma retraite, de parler, toujours plus loin, toujours plus fort, bien sûr. À mesure que l'âge nous gagne chaque jour un peu davantage. Vous verrez, messieurs, dames. Jamais, monsieur, c'est pas possible. Ah, c'est vrai. Comprenez-nous? C'est vrai. Excusez-nous. D'accord. Et je dois dire qu'il y a aussi des joies, oh oui, des joies qui sont inimaginables à partir de votre âge. À attendre la mort. Excusez-le à votre tour. Il s'est toujours exprimé plus simplement qu'il ne voudrait. Monsieur Bill en est le premier témoin, lui qui le connaît depuis... Oh, depuis... 23 ans tout à l'heure. Oh, il est toujours allé vers la formule la plus frappante, la plus simple, de crainte de s'égarer en route. Nous qui le connaissons, nous ne nous trompons pas sur ce qu'il veut dire. Mais les autres... Vous, par exemple. Chacun est libre de parler comme il l'entend. Du moins, c'est ce que j'ai toujours cru. Ceux qui ne sont pas contents de la façon dont vous parlez n'ont qu'à parler à leur tour, de la façon qu'ils veulent, et on verra bien alors l'effet que cela produira sur nous, nous si vieux que nous soyons. Et ce que nous dirons alors, nous qui avons le droit, ne vous en déplaise, de proclamer notre opinion jusqu'à notre dernier soupir. Qu'ils commencent, les autres. Nous ne pouvons rien vous dire que vous ne connaissiez déjà. Ce qu'il voulait vous dire, tout bonnement, c'est que tout âge a ses plaisirs. Ah, même l'âge le plus avancé. C'était tout simple. Voilà. Ces messieurs, dames, les deux amoureux, sont-ils de la Seine-et-Oise, Bill? Ce que j'ai voulu dire était bien plus profond que ça, bien plus. Moins banal et commun. Ce que je voulais dire, peut-être que personne ici ne peut en saisir la véritable et profonde portée. J'ai bien dit, hein? Personne. Et avez-vous entendu ce que je vous disais, Bill? J'avais entendu, Madame Marcel. Mais je ne sais pas si ces messieurs, dames sont de Seine-et-Oise. Non, de la Seine. Alors, dans ces cas, monsieur Marcel, si on est sûr que personne ne comprend, pas la peine de l'ouvrir. On emmerde ces messieurs, dames, puis quoi? Ah, si, monsieur Alfonso, c'est la peine. Une chance sur 1000 d'être compris vaut la peine qu'on s'exprime. Et je dirais même mieux, hein. Aucune chance sur 10 000 d'être compris vaut la peine qu'on s'exprime. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh, ça, c'est pas mal, hein? Et c'est une façon de dire qu'à Monsieur Marcel, Monsieur Alfonso. Parce que nulle part, ce n'est tout à fait le désert, jamais. Alors, on espère que ce qu'on dit retombera une fois quelque part, même 1000 ans après. Vous comprenez, Monsieur Alfonso? Non. Moi qui suis ouvrier agricole, je vous prierai, messieurs, dames, sans vous faire offense, de me parler plus simplement. Oh, qu'est-ce que je t'aime, chérie, c'est fou. Oh, chérie. Jamais encore.
Et voyez-vous, monsieur Alfonso, c'est comme ça qu'on continue depuis que le monde est monde. Et pourtant, qui a entendu les premiers le dire? Ah, que j'aime, Bill, parfois vous entendre parler. J'ai bien compris encore, bon Dieu des bons dieux. Qui a entendu ce qu'il dit là? Autant être sourd et muet. Pardon? Autant être sourd et muet, il dit, voilà. Moi, c'est mon avis, si vous permettez. Au contraire, monsieur Alfonso. Comment donc? Je dirais même plus. À la bonne heure, monsieur Alfonso. Vous disiez, monsieur Alfonso? Il disait, autant être sourd et muet plutôt que comme moi, zéro. On croit ça, monsieur Alfonso, mais ce n'est jamais tout à fait vrai. Non, non, on n'est jamais complètement zéro. Zéro, qu'il dit. Non. Non, ne croyez pas ça, monsieur Alfonso. Si vous étiez sourd et muet, ça ferait encore entre vous et les autres une plus grande différence qu'entre ces messieurs et dames, si jeunes et au plus beau de leur développement, qu'entre monsieur Marcel et moi-même, si vieux et au plus beau de notre décrépitude. Du moins, il me semble. Ce n'est pas ton avis, Marcel? Ça pourrait être mon avis. Encore que personnellement, je ne crois pas avoir encore atteint la fleur de ma décrépitude, et qu'il me semble parfois, comme ce soir, avoir encore, eh oui, du chemin à faire pour l'atteindre vraiment, pour qu'un beau matin, en me réveillant, je me dise, Marcel, te voilà entré dans une caducité sans recours aucun. Non, non, zéro. Zéro. Les plus curieux, c'est qu'il est récent, de partout. Des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Il est récent. Ça circule pareil. Même ces pieds-là, qui les saurait mieux que moi? Du moment que chaque soir, je m'en occupe et personne d'autre, mes plonge dans un stupor, c'est zéro. Oh là, ça recommence. Je vous en prie, monsieur Alfonso. Ah, pas du tout. Il est droit, il est payé, il est droit. Parfaitement. Moi, j'ai trouvé très original ce que disait monsieur Alfonso de ses pieds. Avez-vous entendu, monsieur Bill? J'ai entendu, madame Marcel. Mais si personnelle que soit la façon de désespérer de lui-même de monsieur Alfonso, je m'attriste quand monsieur Alfonso désespère de lui-même. Quoi? Je veux dire que lorsque vous êtes triste, monsieur Alfonso, je le suis aussi un petit peu. Mais qui est triste ici? Qui? Personne, monsieur Alfonso. Personne n'a dit de personne qu'il était triste. Vous n'êtes pas triste, monsieur Alfonso. Oh, semblait que j'avais entendu. Bah, qui sait mieux que moi si cette personne me rend triste ou pas? Mais, cependant, l'êtes-vous parfois, monsieur Alfonso? Vous le dites-vous parfois? Tiens, je suis triste. Bien bête. Nous voulions dire, monsieur Alfonso, l'êtes-vous parfois à propos d'autre chose que de votre personne? Du temps qu'il fait? Non. D'un spectacle imprévu? Non. D'une idée qui vous viendrait alors que le soir tombe dans les champs? Non. Du passage sur la route qui borde ces champs où vous arrachez les pommes de terre, là, d'une femme indifférente, superbe, inconnue de vous. Du retour au foyer des autres chaque soir. Du temps mauvais. Non. Du printemps. Non. Eh ben alors. Oh, les souhaits parfois. Je ne peux pas dire, mais pour des petits trucs, loin de moi. Ainsi, quand je pense à ces petits pieds trouvés hier à Cahors, ces pieds-là ont des méchancetés, ces pieds si beaux, si fins, qu'ils disent dans les journalismes, et de femmes en plus. Alors, je suis à peine un peu triste. Mais c'est tout. Oui, il est vrai. Mais pourquoi, au fait, monsieur Alfonso? Allez voir. C'est pas. Que faire de temps encore? De temps et temps de lumière encore et encore. Mais la mort pour des gens pareils. Pas de pardon. Oh, quand même, Bill. Peut-être c'est simplement parce que dans les cas du pied, toujours l'ouvrier agricole, il est soupçonné les premiers. Et que beaucoup de confrères à moi, dans les journalismes, j'ai vu, ont été soupçonnés. Peut-être pour ça. Il n'y a pas de règle générale, monsieur Alfonso. Croyez? Une idée que vous faites, monsieur Alfonso. Mais non, il n'y en a pas. Non, monsieur Marcel, non, pas de pardon. Sous de l'avis de Bill, pas de pardon.
Parce que quand même, à la fin des fins... Expliquez-vous, monsieur Alfonso, voulez-vous? Vous disiez qu'à la fin des fins, monsieur Alfonso? À la fin des fins, il disait, ah oui, ça suffit de tous ces morceaux trouvés partout, c'est tout. À mon avis, voyez-vous, ces actes aussi extraordinaires soient-ils, si rares, si exceptionnels, je crois, contrairement à l'avis de monsieur Alfonso, ces actes qui, apparemment, n'apparaissent pas tout à fait naturels quand on les découvre, doivent l'être quand on les accomplit. Ce que je vous dis là, c'est mon avis. Compris. Compris. Même si ces actes ne peuvent pas être expliqués, ils devraient être compris. Ah, au moins ça. Me permettez-vous de remettre la tournée, messieurs, dames? Avec plaisir. Tenez. Buvez donc, monsieur. Merci, monsieur. Mais, voyez-vous, à mon avis, à moi, vous êtes trop bon, monsieur et madame Marcel. Beaucoup trop bon. Moi, j'estime, pas d'explication, précisément. Ne pas commencer avec l'explication. Sans ça, où va-t-on? Ne pas l'aborder du tout. Se contenter de la preuve. Un point, c'est tout. J'ai entendu ça quelque part. Ça, c'est pas mal, hein? Non, Bill. Je crois qu'il vaut mieux, dans tous les cas, essayer de comprendre. Entrer dans les détails. Les détails. Le plus qu'on peut, hein? Le plus loin qu'on peut. S'y perdre dans les détails s'il le faut, mais toujours en tenir compte. Mais pourquoi faire, monsieur Marcel? Ne Moi, serait-ce que pour gagner du temps, monsieur Bill. Du temps. Oui. Et puis, comprendre, c'est un bonheur, messieurs, dames. Un si grand et réel bonheur, et auquel on aspire si naturellement, qu'il est un devoir de n'en priver personne. Ni le public, ni même messieurs les juges, ni même parfois les criminels. non, madame Marcel. Tout comprendre est impossible. Alors, à un moment donné, stop. Arrêtez de comprendre. Sans ça, encore une fois, où va-t-on? Oh, Bill, je vous assure que vous avez tort. Ah, je suis de l'avis de monsieur Marcel, Bill. Vous avez tort. Moi aussi, je suis de l'avis de monsieur Marcel. Bill, je vous en prie. Bill, vous si largement ouvert à tous les problèmes humains, comme on dit dans le journalisme. Mais pourquoi devant celui-ci tellement important, vous fermez-vous de la sorte, hein? Oh, Bill, je suis désolé. Question de vie et de mort. Ici, en Seine-et-Oise, nous avons peur. Que faites-vous de ces trimards qui, de jour et de nuit, circulent sur nos routes de Seine-et-Oise, qui parlent tout seuls, vivent de rien? Un soir, ils tuent Bill et vont boire la recette au tabac le plus proche. Et alors, comprendre les assassins de Bill? Pourquoi pas? Il n'y a pas que le crime de bas étage, Bill, même en Seine-et-Oise. Ah là là. Faites un effort, Bill. Tenez, supposez que... Je ne sais pas, moi. Non, monsieur Marcel, non, non. Ah oui, en fin de compte, Bill, pour une fois, supposez qu'il y ait dans votre existence. Non et non, madame Marcel, je m'excuse, mais non. Mais si, Bill, voyons. pourquoi pas? Qu'il y ait dans votre existence, À côté de vous, autour de vous, toujours, nuit et jour, quelqu'un que de voir marcher soit une douleur, que de voir se nourrir soit une douleur. que de voir dormir soit une douleur. Quoi? On ne sait pas. Et que votre existence soit ainsi faite que vous ayez devant vous un temps immense, un empire à perte de vue, occupé seulement par vos pensées. Et c'est comme ça que ça commence. C'est vrai. Oui. Alors, dans ce temps-là que vous avez devant vous, dans cet empire de temps, petit à petit, à pas de loup, s'installe une pensée majeure, une reine de vos pensées. Elle règne dans un désert. Elle devient colossale. Elle si petite, si insignifiante qu'elle donnerait à pleurer à la plupart des autres gens que vous-même. Et pourquoi? Pourquoi? Le temps, sans doute, qui doit être occupé coûte que coûte. La tête, peut-être. Le cœur, qui doit être occupé coûte que coûte par quelque pâture. Il s'occupe donc, nous disions Claire. Comprends rien. Laisse tomber, tu veux? Oui, il s'occupe comme il peut. Il est là. Il doit servir, il sert. Il s'occupe, nous disions Marcel. C'est une donnée qui nous est commune à tous. N'est-ce pas, messieurs, dames? De quelque façon que nous nous en servions. Et puis, un jour... Un jour, tu disais, Marcel? Oui,
Un beau jour, je disais, le hasard. Voici que vous vous trouvez par hasard avec cet être, seul avec lui, par exemple. Où? Hein? Dans une forêt. Dans une forêt. Par exemple, dans une forêt. Dans une forêt profonde. Que ce soit à la fin de l'automne. La nuit tombe. Il n'y a personne. Personne. Du temps passe. Toujours ce même temps. Et voici que la nuit se fait plus épaisse. Les oiseaux déjà sont couchés. Personne, sauf cette reine qui marche devant vous, ne soupçonne votre présence dans cette forêt. Mais monsieur Marcel, qu'est-ce qu'on fait dans la forêt avec cet être-là? Qui marche devant vous comme si de rien n'était. Et du soir, et de la solitude de l'heure, et de ce crépuscule toujours interminable, et de votre affreuse tristesse. Qui marche, qui marche, qui marche. Qui marche, là comme ailleurs, dans l'ignorance totale de vos pensées et de sa majesté. Privé d'imagination. Et qui marche dans une innocence si grande. Oh, que c'est elle qui en devient criminelle. La pauvre, la pauvre. Le jour tombe toujours, comme il le fait ailleurs, exactement, sans aucun ménagement. La forêt s'obscurcit de plus en plus. Les oiseaux ne tressaillent plus dans leur nid. Personne, personne nulle part. Et voici que petit à petit, que sans douleur, hein, mais au contraire, dans un soulagement inexprimablement délicieux. Votre raison, Coulton. L'aspect des choses change. On croirait que c'est le lever du jour plutôt que sa fin. La forêt bascule dans le soleil levant. Oh mon Dieu. Oh. Votre raison, seigneur, elle devient une vieille monnaie qui n'a plus cours. Il fait bon. Vous vous gardiez en réserve jusqu'à ce lever du jour. Vous vous étiez oublié. Et voici que vous vous souvenez que vous vous étiez oublié. Hein? Quel crime. Tout à coup, vous étiez vous oublié? Non, non. Vous vous gardiez en réserve pour la fois où vous pourriez servir encore un certain soir d'automne, justement, dans une forêt d'oiseaux endormis. Hein? Où j'en étais, non? Nulle part, monsieur Marcel. Ah, oui, il est vrai, oui. Vous marchez. Et puis, votre monnaie, vous disiez? Hein? Ah oui, oui. Ah ben c'est le retour. Mais pourquoi être dans cette forêt, monsieur Marcel? Monsieur Marcel. C'est comme pour le reste, monsieur Alfonso. Il suffit de le décider. Hein? Je disais... Ah oui, le retour. Oui. Elle connaît tous les chemins de la forêt. Hein? Elle connaît la forêt comme sa maison, comme sa poche. La garce. Mais vous, Marcel, elle ne vous connaît pas. Ah non, vous, qui vous connaît? Hein? On se souvient de cela seulement qui surnage encore des temps anciens, que c'est le retour. Hein? Que de nouveau, très vite, on va percevoir les réverbères de l'avenue de la République française et que le café de Monsieur Pille, à l'angle du boulevard Clémenceau et de la rue de Paris, très vite, va vous éblouir de tous ses feux comme un soleil de nuit. Oh, n'exagérons rien, monsieur Marcel. Le retour jusque-là était dans votre vie habituelle, quotidien. C'est bien ça. C'est ça, oui, c'est ça. Il était l'occupation la moins évitable, le pain de chaque jour. Elle est devant vous, toujours en marche. Et vous la regardez, éblouie. Elle marche toujours du même pas, innocente, tranquille, vers la maison. Elle tourne. Elle prend un chemin à gauche, un chemin à droite. Vous la suivez toujours, là. Oh. M'arrive une fois par mille de comprendre. Mais quand ça m'arrive, oh là là, quelle joie. T'as servi dans une autre verre à monsieur Alfonso. Tenez, monsieur Alfonso. Elle marche donc du même pas innocent et tranquille vers la maison. Vers la raison. Oui. Elle avance toujours. Et encore, vers la maison où elle habite, hein,
où elle croit qu'elle dormira ce soir. Vers la raison inébranlable qui toujours l'habita depuis son plus jeune âge. Elle sait les chemins de la forêt. Elle sait rentrer le soir. Elle s'est fait une force de rentrer le soir. Et jamais elle n'en démord. Et chaque soir, alors que vous croyez parfois que c'est le bon, vous croyez que vous ne rentrerez plus. Jamais, jamais. Que vous vous égarez pour toujours. Elle sait comment on respire. Que ce n'est jamais le bonsoir. Qu'on rentre toujours. Et que jamais personne ne s'égare. Oh, la pauvre. Oh, la pauvre. Alors, voici qu'on se met à marcher un peu plus vite, qu'elle ne marche de telle façon qu'on l'aura rejointe avant que n'apparaissent les premiers réverbères de l'avenue de la République française. Ah oui. Oh, tout le monde est un peu pareil. Faut pas vous imaginer des trucs et des machins. Dans la forêt, le soir, avec au cœur une antipathie passagère ou durable, comme on voudra. Cette manie des simplifications chez Marcel m'a toujours exaspéré. L'avez-vous remarqué, Bill? J'en avais pas eu l'occasion jusqu'ici, Madame Marcel, mais je me dois vous dire, Madame Marcel, que vous avez contaminé bien des gens de la commune par votre langage si choisi, si précis, et que parfois il fait peur. Ah, je ne savais pas, Bill. Je n'en aurais pas tant espéré, voyez-vous. Et la suite alors, monsieur Marcel? Non, monsieur Alfonso. La suite, c'est sans intérêt, monsieur Alfonso. C'est bien de la suite qu'on causait, et que monsieur Bill disait que c'était impardonnable. Nous vous en prions, monsieur. Non, je regrette. Je suis fatigué. Je vais mettre un disque, voulez-vous? Nous sommes fatigués. On se fatigue vite à notre âge. Comprenez-nous à votre tour. Et puis si on se fatigue plus vite que d'autres du même âge, c'est que ces temps-ci on s'est affaibli. Et nous nous devons de vous le dire, messieurs, dames. On a faim. Je leur ai dit qu'on avait faim. J'ai entendu, Marcel. Mais pourquoi je l'ai dit? Qui le saura jamais? Comme pour le reste. Qui? C'est fait, en somme. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Eh oui. Et puis, c'était vrai. Comprenez-nous, monsieur Bill. Cela peut arriver. Je ne veux plus faire de cuisine du tout. Du tout? Du tout? Du tout, Bill. Alors voilà, on a faim. Elle est devenue paresseuse. Paresseuse, oh là là. C'est vrai, ça, qu'elle est terrible, votre dame, monsieur Marcel. Ah, monsieur Alfonso, si vous saviez. Elle dit qu'à notre âge, ça n'en vaut plus la peine de se nourrir encore. Nourrir quoi, dit-elle, hein? Que voulez-vous répondre? Mais quoi, impossible? À la fin, c'est impossible. Eh bien, si, la preuve, on s'arrange autrement. Mais depuis quand, monsieur Marcel? 8 jours. Sauf que la faim subsiste. J'ai été convaincu. Pourquoi, madame Marcel? Tout bien pesé, inutile. Mais votre cousine, Marie-Thérèse Ragon, votre cousine, monsieur, ne cuisine-t-elle pas? Vous la connaissez, monsieur, à ce que je vois? J'en ai entendu parler. Marie-Thérèse Ragon, elle est partie, monsieur. Monsieur Marcel, je vais fermer. Nous avons le temps, n'est-ce pas, monsieur Marcel? Je vous ai dit que j'allais fermer, monsieur Mais Marcel. non, Bill, pourquoi faire? Monsieur Marcel, Oui, Bill, Marie-Thérèse Ragon, elle est partie. Je n'y peux rien. Marie-Thérèse, elle est partie? Ah ben ça alors? Eh oui, Alfonso, vous ne la sauterez plus dans les fourrés du viaduc, Marie-Thérèse. Elle a fait sa valise et puis elle est partie. Une idée qu'elle a eue un beau matin. Ah, mais je ne savais pas, monsieur Marcel. Mais personne ne savait, monsieur Marcel. Hein? Une idée qu'elle a eue comme ça. Vous êtes sûr, monsieur Marcel, qu'elle est partie? Hélas, Bill. Elle a décidé de partir et elle est partie.
Comment expliquer ce départ autrement que par une décision qui l'a précédé? Tout ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, monsieur? Ce sont des suppositions. Savait ni lire, ni écrire. La pauvre Marie-Thérèse Ragon. Alors, comme ça, elle est partie. Eh oui, elle a fait sa petite valise et puis elle est partie. Après, on ne sait plus. Ce qu'on sait seulement, c'est qu'elle est partie. Elle n'est plus là. Vous voyez, hein, je me disais justement, tiens, comment se fait-il Et comment se fait-il qu'on la voit plus, Marie-Thérèse Ragon? Elle est partie comment, la Marité? On ne sait pas, monsieur Alfonso. Peut-être par le train, peut-être en automobile, peut-être encore autrement. Qui sait? Nous ignorons tout. Oui, c'était le matin. Elle était là, sur le pas de la porte, dans le soleil, sa petite valise à la main. Vous ayez entendu ça quelque part? Nous la regardions, elle nous regardait. Nous lui sourions. Elle nous souriait. Car profondément, voyez-vous, monsieur Alfonso, nous vivions tous les trois en bonne entente, hein? Elle a pris l'avenue de la République française. On l'a suivi des yeux jusqu'au bout de l'avenue de la République. Une si belle avenue. Elle est devenue toute petite, puis plus rien. Depuis, c'est comme ça. Ayant entendu ça quelque part, nom des dieux, des noms des dieux! On se fait mal à cette disparition. Depuis, un immense découragement s'est emparé de nous. Comment elle a pris le train, la pauvre Marité? Il va mettre un disque, Alfonso. Tiens. Ça alors? Mais nous n'avons jamais dit que c'était le train qu'elle avait pris. Peut-être a-t-elle pris un autre moyen de locomotion. Ce que nous savons seulement, c'est que c'est par l'avenue de la République française qu'elle est partie. Un point, c'est tout. Pour moi, c'est pas les trains. Comment qu'elle aurait fait cette pauvre créature si infortunée? Ou même l'avion? Nous nous sommes perdus en conjectures diverses, vous voyez, monsieur Bill. Et puis nous en avons conclu, Marcel et moi, que Marie-Thérèse Ragon était repartie vers son département natal. Elle savait ni lire ni écrire. Alors comment qu'elle l'a pris son train, cette pauvre infortunée-là? Personne ne le sait, monsieur Alfonso. Le département, c'est le Lot. Chef-lieu Cahors. Moi, c'est mon idée. C'est beau, Cahors, madame. Moi, à travers notre patrie, la France, si grande, quand on y pense en termes de richesse, de terrain, de vendanges, de bois, comment savoir où a pu atterrir Marie-Thérèse Ragon, notre cousine? Bon, c'est en manière de conclusion ce que je dis. Monsieur Bill, s'il vous plaît, une dernière tournée. Après, il serait trop tard. Général, la tournée, Madame Marcel. Général, Bill. Bien, oui. Regarde, Marcel. La vague clarté qu'il y a encore là-bas. Oui, je vois. C'est encore le crépuscule. Mais ça va être fini très vite maintenant. Combien de temps pour la fermeture, monsieur Bill? Avez-vous entendu, Bill, ce que je vous demandais? Oh, ça n'a pas d'importance pour une fois, Madame Marcel. Si nous fermons un peu plus tard. Avons le temps, Madame Marcel, beaucoup. Le moment de ma tournée est venu, monsieur Bill, je n'y peux rien. Ah non, non. Mais pourquoi pas, Bill? Moi, je serais d'accord. Champagne, Bill, le meilleur. Toute notre vie, nous avons douté qu'il était possible de s'aimer toujours. Ça doit être que l'on s'aime. Tu ne crois pas? Je crois. Petite fille de ma vie. Ainsi, vous avez du temps à perdre, monsieur. Avez-vous entendu, monsieur, ce que je vous disais? Oui, madame, j'ai entendu. Mais que vous répondre? Il me serait difficile de le savoir pour vous, monsieur. Mais il me semble que vous auriez pu trouver quoi? Oh, Claire, je t'en prie. Il pourrait être tout différent. Quelle gentillesse règne dans le monde. Nous ne savions pas, Claire. Comment aurions-nous pu le savoir? Ils sont doublés depuis le 15. C'est le printemps. En Seine-et-Oise. Et partout ailleurs en Europe.
À propos, monsieur Bill, resterez-vous en Seine-et-Oise toujours et toujours? Madame Marcel, je ne sais pas. Et vous, monsieur Alfonso? Monsieur Marcel, je sais pas. Comment savoir? C'est vrai. Il y aurait beaucoup à dire encore, hein? Des choses plus ou moins profondes, mais toutes, n'est-ce pas, ont été plus ou moins dites alors. Oh là là. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? On se décourage, messieurs, dames. Excusez-le, on ne peut pas être intelligent de toutes les façons, être partout à la fois, de ce côté-ci, de ce côté-là. Sans ça, on serait débordé. Oui, Madame Marcel. Qui n'est jamais débordé? Bill, d'une façon ou d'une autre? D'une façon répréhensible ou pas, Bill? Qui? Oh, personne, Madame Marcel. Le tout, c'est de ne rien regretter, jamais. Rien regretter, rien. Comme si déjà, c'était pas assez compliqué. Eh bien, Bill, quand même, il se fait tard. Mais non. C'est curieux. Vous êtes peu nombreux autour de nous et je vois une foule. Le champagne, sans doute, n'est-ce pas, Bill, mon ami? Oh, le champagne, Marcel, c'est rien, c'est rien. Moi aussi. Nous n'avons rien à ajouter, monsieur. Rien, n'est-ce pas clair? Rien, je crois, rien. Tiens, regarde les menottes. Décidons-le. Rien à ajouter, mon amour. Rien? Rien? Rien, vraiment. J'ai beau chercher. Rien. Oh, sauf... Tout à l'heure, monsieur, vous mentiez tout à fait avec mademoiselle? Tout à fait. Des studios de Montréal, Radio-Canada et ses postes affiliés vous ont présenté ce soir au programme sur toutes les scènes du monde Les viaducs de la Seine-et-Oise de Marguerite Duras. Adaptation radiophonique, Pierre Lescure. Distribution, Claire, Tania Fedor. Marcel, Paul Hébert. Alfonso, Guy Lécuyer. Bill, Marc Cottel. L'amoureux Ronald de France, l'amoureuse Louise Turcot. Prise de son Marcel Julien, bruiteur Jacques Hardy, annonceur Gilles Moreau. C'est une réalisation de Roger Citerne. Au bruit
chaque fois que j'y monte, j'enrage de me voir si difforme et si noir. Mon aspect vous fait rire et tout bas j'entends dire: Vénus n'avait pas tort, il mérite son sort. Sans écouter le reste, loin du séjour céleste, moi je fuis. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi je m'arrête.